Bonjour à tous, bienvenue dans Curieux de Nature. Est-ce que vous avez remarqué cette trace sans neige là à mes pieds? Il s'agit d'une coulée de blaireau. L'animal se déplace de son terrier à la rivière là-bas pour aller chercher sa nourriture. Vous l'avez compris, aujourd'hui on vous parle du blaireau. Bonjour Vinciane. Bonjour Julie. Il est incroyable ce site avec toutes ces ouvertures vers le terrier de blaireau, ces ouvertures qu'on appelle des gueules d'ailleurs. Oui, et ce n'est pas péjoratif, c'est vraiment le terrier du blaireau. Il est énorme ici parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il est occupé. Et effectivement, on le trouve dans une pente, près d'une rivière, à proximité des zones ouvertes où il va aller s'alimenter. Mais le blaireau, c'est un animal qu'on ne voit pas beaucoup, à part écrasé au bord des routes. Malheureusement. Oui. Il est nocturne, donc il vit surtout la nuit. Exactement, et donc il vit en clan social, donc c'est un groupe organisé, plutôt familial, donc on a les jeunes avec les parents, et puis parfois des subadultes, donc des jeunes qui sont nés l'année dernière et qui restent en famille, donc on a entre 2 et 7-8 individus par terrier, et en moyenne 3-4 quoi. Donc là, ça veut dire que sous nos pieds, on a potentiellement plusieurs blaireaux qui sont en train de dormir profondément enfouis sous la terre pour avoir chaud. Oui. Si on les décrit physiquement, ces blaireaux. Alors c'est un animal qui est assez court sur pattes, hein, il rase la moquette si on peut dire. Donc il a un corps fusiforme, un peu moins fusiforme que les autres représentants des mustélidés, puisqu'il fait partie de cette famille-là. Donc on a aussi la loutre, la belette, l'hermine, la martre dans ce groupe. Mais c'est le seul mustélidé social, comme on l'a dit. Et alors il a un nez assez allongé, il a des pattes munies de griffes très longues qui vont lui permettre justement de gratter tous ces déblais et de sortir tous ces déblais pour faire des chambres en sous-sol jusqu'à 4-5 mètres de profondeur. Il a des bandes noires qui passent par ses yeux, le reste de la face étant blanche. Et puis il est grisonnant sur le dos avec une petite queue courte et quand il crapahute, il a vraiment un air assez comique sur les coulées. Et il peut peser et mesurer jusqu'à combien alors? Donc là, il fait un bon mètre, je vais dire, de long. Et il peut peser, en moyenne, c'est une dizaine de kilos. Mais on a des individus qui peuvent aller jusqu'à 20 kilos. C'est le plus gros individu qu'on ait eu à autopsier, par exemple. Mais voilà, donc c'est quand même un gros animal. C'est à la tombée du jour que le blaireau s'active. Et c'est aussi à ce moment-là que les photographes vont installer leur affût. Michel D'Outremont lui a consacré un bouquin. Il nous livre quelques secrets pour capter cet animal très discret. T'as une famille, t'en as 2 qui sont en train de s'épouiller là, et puis lui qui est là. Et ça, c'est un jeune blaireau, un jeune de la neige. Je l'ai choisi comme couverture du livre parce qu'il y a cette harmonie de couleurs entre la nuit, le noir et puis le blanc de son masque facial du blaireau. Et lui, il est venu à quelques mètres. C'était un moment incroyable, vraiment rempli d'émotions, c'était trop beau. Michel D'Outremont est l'un des rares photographes animaliers professionnels en Belgique. Ses clichés dévoilent cette beauté de la nature, cette faune sauvage qui l'émeut depuis son enfance. C'est elle qui le motive à se lever souvent très tôt et à patienter des heures avant de pouvoir déclencher l'obturateur. Là, on va essayer d'aller voir un terrier de blaireau que je connais bien. On va essayer de voir quelques empreintes, voir s'il est occupé ou pas. Ça me permettra de savoir que ce sera peut-être intéressant d'y retourner au printemps ou en début d'été pour espérer de voir cette petite famille de mustélidés qui sont incroyablement beaux. Les blaireaux, c'est un animal qui est magnifique. Donc là, on a une empreinte de blaireau ici. Elle n'est pas très bien marquée, mais on la voit un peu. Là aussi, on voit ses petits doigts. Et puis, il y a des empreintes de chevreuil qui sont juste à côté. On va aller voir un peu plus loin, voir si on ne voit pas d'autres plus belles empreintes. Mais c'est pas mal. Ici, il y en a une un peu plus fraîche, un peu plus marquée. Là, on voit les 4 doigts. Alors, une belle empreinte de blaireau. Eh bien, en voilà une. On a 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Le grand coussinet et un petit pouce qui est ici. Voilà, on voit vraiment qu'il y a un passage que les blaireaux font, ça s'appelle une coulée. Et dégagent un peu les branches et tout ça parce qu'ils marchent un peu ras de terre. Et plein d'animaux vont utiliser ces coulées-là, des chevreuils, des chats sauvages, des martres.
Et donc là, en suivant la coulée par là, c'est la sortie. Et en la suivant de l'autre côté, on va sûrement tomber sur les terriers qui sont pas très loin. Effectivement, une dizaine de mètres plus loin, apparaît la blairotière. Tu as plein d'entrées de terriers un peu partout. Et là, on voit que l'entrée, elle est vraiment grande parce que ça fait des années qu'il y a des blaireaux qui passent dedans. Et ça, c'est les toilettes des blaireaux. Et donc, si tu veux, quand ils sortent du terrier, ils vont creuser un petit trou et puis ils font leurs besoins dedans. Et là, on voit que c'est un gros adulte. On voit la taille des crottes, c'est pas rien. C'est de cette nuit. Ce qui prouve encore que l'endroit, il est bien fréquenté, quoi. Et pour l'instant, c'est ce terrier-ci qui est occupé. Là, on voit qu'il y a d'autres terriers qui sont plus anciens, mais qui ne sont pas occupés parce qu'ils ont beaucoup de feuilles à l'entrée et ce genre de choses. Donc voilà, là, il y a une ou deux familles de blaireaux. Donc on ne va pas trop rester trop longtemps pour ne pas les embêter. Quand tu vas venir comme ça en décembre, en janvier, en février pour voir un peu les terriers de blaireaux, tu es sûr que tu ne vas pas déranger une nichée. Et ça, c'est hyper important. C'est toute la phase de repérage pour réussir à faire une bonne image. À la vue de tous ces indices, et pour éviter de déranger un maximum les animaux, le photographe va préparer son futur affût pour la bonne saison. Et tu vois, juste une branche comme ça va suffire à être camouflé. Moi, j'arrive avec mon filet de camouflage, je vais le poser comme ça sur la branche. Et en fait, avec le blaireau, ça va largement suffire. Pour le blaireau, hein. Pour les autres espèces de mammifères ou les autres espèces d'oiseaux, là, il faut être beaucoup plus camouflé que ça. Parce que le blaireau, il a une très mauvaise vue, une très mauvaise ouïe, mais un super bon odorat. Et il se dirige que à l'odorat. Alors il faut être à bon vent, c'est-à-dire que le vent doit venir de face. Et donc tant que le vent est bon, on est invisible pour lui. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un blaireau qui vient à 1 ou 2 mètres devant mon affût. Parce que si le terrier il est juste là en fait, donc si le blaireau sort, normalement il passera dans cette zone-là. Avoir une petite tête de blaireau là, ce serait pas mal. Mais pour ça, il faudra affûter quelques heures quand même. Donc le blaireau est extrêmement territorial, mais est-ce qu'il va occuper toutes les chambres et passer par toutes les ouvertures que compose ce grand terrier ? Alors on voit déjà ici que ce n'est pas le cas. On a quelques gueules qui sont utilisées, et donc on voit bien que c'est dégagé aux alentours. Et puis il y en a d'autres qui sont très anciennes, comme celle qu'on a vue là-bas tout à l'heure. Mais on voit qu'elles sont toujours recouvertes de neige, ça veut dire qu'ils ne passent pas. Et ils ne vont pas à l'intérieur parce qu'en fait ils ne les utilisent plus. Elles peuvent être utilisées par d'autres espèces, donc par exemple le renard ou le chat forestier ou le lapin dans les zones où on a du lapin, ce qui n'est pas le cas ici. Ça veut dire qu'il y a une cohabitation dans le terrier. Alors, toutes les chambres ne se sont pas reliées. Donc voilà ici, cette partie-ci du terrier a certaines chambres qui ne sont pas reliées aux parties qui sont là-bas. Et donc ça permet une cohabitation sans trop de dérangement, même à tel point que parfois, quand on a des renardeaux sur un site qui font vraiment beaucoup de bruit et qui jouent, et ils laissent des proies partout, et ça ne plaît pas au blaireau qui a besoin d'un endroit très propre, alors le blaireau désoccupe le terrier pendant quelques mois, puis il y revient plus tard, ça peut arriver. Jusqu'à quelle profondeur elles peuvent aller, les chambres de ces galeries ? Ici, ça peut aller facilement jusqu'à 4-5 mètres de profondeur, et on voit des mètres cubes de déblais ici, qui ont été creusés par toutes les familles de génération en génération successives, peut-être d'une même famille ou d'individus qui sont arrivés par la suite. Et donc c'est quand même assez impressionnant. C'est un terrassier, donc il n'arrive pas à s'empêcher de creuser. Il est toujours en train de racler un peu par-ci par-là. Alors il y a des périodes auxquelles il va plutôt faire ça, au printemps et à l'automne surtout. Il va nettoyer tout ça. Il va aussi amener de la litière dans le terrier, donc il fait des boules d'herbe, de feuilles et de fougères, etc. Et il ramène ça pour liter ses chambres. Et être bien installé. Il est bien confortable là-bas à l'intérieur. Oui. Et est-ce que chaque chambre a une fonction spécifique ? Dormir, le garde-manger, la toilette, etc. Alors c'est plutôt des chambres de repos, pour la plupart. Alors il y a une chambre de reproduction quand il y a une femelle qui a des jeunes. Maintenant, la nourriture, il va la chercher à l'extérieur, il ne la ramène pas dans son terrier. D'accord. Il mange bien à l'extérieur et il ne fait pas non plus de réserve pour l'hiver. Il n'hiberne pas. On croit parfois qu'il hiberne, ce n'est pas le cas. Alors parfois, quand on a beaucoup de neige, si on vient voir un terrier comme ceci, on voit 2-3 pas à l'extérieur et puis on voit qu'il se dit « Oh non, vous êtes trop froid », paf, il repart à l'intérieur. Il va se préserver un petit peu. Voilà, pendant 2-3 jours, mais à un moment donné, il doit sortir et il doit aller s'alimenter. Justement, est-ce que son terrier ou son territoire va évoluer en fonction de la disponibilité en nourriture alors ?
C'est plutôt par rapport au dérangement qui risque de désoccuper un terrier comme ceci. Mais disons que non, s'il est bien, si il n'est pas dérangé, il a accès à des ressources assez grandes puisque son domaine vital est très vaste, mais il peut avoir plusieurs terriers sur son domaine vital. Il peut aussi avoir des terriers secondaires, juste à un moment précis pendant quelques semaines ou qu'il va revisiter 2-3 fois sur l'année. Voilà, ça fait partie de son occupation du territoire. Alors ici, on suit vraiment une coulée de blaireau qui date de la nuit. Et ça se voit parce qu'il n'y a pas de neige dessus. Effectivement, et elle venait vraiment de cette partie-ci du terrier qui est la partie principale. Et on peut voir ici une petite dépression, c'est l'endroit où les blaireaux se retrouvent en sortant du terrier pour s'épouiller et établir leurs liens sociaux du soir, quoi. Ça veut dire qu'ils passent un petit moment ensemble alors, avant de partir vadrouiller pour la nuit. Certains sont plus solitaires, mais d'autres restent en groupe et puis ils continuent vers d'autres parties du terrier et ils vont vers les zones d'alimentation. Est-ce que le blaireau a toujours été présent chez nous ? Chez nous en Wallonie, oui. Il a vécu une très grosse baisse d'effectifs dans les années 70-80 à peu près. Il a disparu de Flandre. Et donc la disparition chez nous, elle vient de la problématique de la rage qui touchait les renards. Et pour gérer cette problématique, on a d'abord choisi de gazer les terriers. Et donc on gazait tous les terriers systématiquement. Et on a perdu presque 90% de la population de blaireaux à ce moment-là. D'accord. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à suivre ce qui se passait pour voir si le blaireau n'était pas mis à mal et comment reprogresser sa population. Et aujourd'hui, on peut évaluer le nombre de blaireaux qui sont présents en Wallonie ? Alors on le fait parce qu'en plus de faire la révision de l'Atlas, on a, à partir des années 2006, commencé à compter le nombre d'individus par terrier au travers d'affûts directs. Donc on comptait les terriers de visu en venant faire 3 affûts par terrier. Et après ça, on a utilisé des caméras infrarouges pour faire le même travail puisque ça s'est fort développé et que c'est un outil bien pratique. Et on arrive à déterminer qu'on a entre 2 et 4 individus en moyenne par terrier, mais ça peut aller de 1 à une dizaine. Et donc ça fait combien alors? Et donc voilà, alors si on extrapole à l'échelle de la région wallonne, on est aux alentours de 5-6 000 blaireaux actuellement, avec une progression un peu plus forte maintenant vers le Hainaut, qui était complètement vide à part la région de Nivelles et qui commence à se recoloniser aussi avec le temps. Grâce à ces colis émetteurs, ça vous a permis aussi de mesurer certaines données? Effectivement, donc par exemple, en utilisant des colliers comme ceci, on peut définir quelle est la taille d'un domaine vital, d'un clan social, et on sait que c'est une centaine d'hectares, et grâce à ça, on peut aussi contribuer à évaluer le nombre d'individus qu'on a en région wallonne. Recenser les terriers est également un enjeu économique. Le blaireau a longtemps été accusé de provoquer des dégâts aux champs de maïs, mais les expertises semblent démontrer que c'est plus régulièrement le sanglier qui s'avère être le coupable. Sur cette parcelle agricole, le maïs a laissé place à l'avoine. Un choix contraint de l'agriculteur. Vincent Parache doit en effet composer avec une famille de blaireaux. Elle a élu domicile en bordure de ces terres il y a quelques années, non sans certains désagréments. J'ai banni le maïs de mon cycle de culture, surtout sur ces parcelles ici, du fait de la colonie de blaireaux. Il marche comme un gros pâteau, il se déplace, il couche tout sur son passage, il va grignoter un petit peu, il fait son choix, il va passer à l'autre plante. Quand on a un blaireau, c'est rien, mais quand une famille blaireau vient, parfois il y a des dégâts, ça peut représenter des milliers d'euros chez certains. Tu vois, si on arrive avec le tracteur là-dedans, ah ouais, vous tombez dedans. Même nous, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Le blaireau est protégé tout comme son terrier, alors pas question pour les agriculteurs de déloger ce mammifère masqué. Une dérogation est obligatoire, mais ici, Vincent Parache, sous conseil du DNF, a en quelque sorte cédé 6 arts de ces terres à l'animal. Ils sortent quand même par là. là. Oui, tout, on va les patiner. On va les tracer là.
Donc là, C'est une qui est à mon avis occupée. encore occupé. Ici, et là, on est sur la période de production. Ici, nous, quand on est venu voir sur place, en fonction de la configuration, on a décidé de laisser la partie de terrain qui était impactée en l'état, je veux dire. L'agriculteur ne savait plus vraiment venir avec ses machines dans cette partie ici. Et ça se présentait bien aussi pour le blaireau. C'est une solution de cohabitation et nous, on privilégie évidemment toujours cette solution-là. En contrepartie, les agriculteurs peuvent être indemnisés par la région wallonne, mais pour cela, encore faut-il chiffrer les pertes et surtout déterminer que les dégâts ont bel et bien été causés par le blaireau. Une expertise qui nécessite parfois de prendre un peu de hauteur. Moi, dans un premier temps, je survole la parcelle avec un drone pour repérer les grosses taches de dégâts. Ça permet d'orienter l'expertise. Généralement, le blaireau fait 3-4 arts de dégâts, ça c'est la moyenne. Et ensuite, on se rend vraiment sur place pour essayer d'identifier les dégâts parce qu'on n'a pas que du blaireau, on peut aussi avoir du sanglier. Et je vais même dire, généralement, quand on est dans une grosse tache, on est plus souvent sur du sanglier parce que le sanglier va se coucher, va tout aplatir. Tandis que le blaireau, il fait plutôt des dégâts diffus. Donc des dégâts ainsi plic-ploc de la parcelle, plutôt ponctuels. Le blaireau, en effet, il va manger proprement la carotte. Donc il mange bien le pourtour. Il décortique proprement. Avec ses griffes, il va lacérer les spattes, donc les feuilles qui entourent le maïs. Il va lacérer les spattes. Les feuilles seront tirées vers l'arrière. Et le blaireau mange proprement. Tandis que le sanglier, lui, il mange plutôt comme un cochon, on va dire. Donc il va mordre dans l'épi et on verra des morsures. Et c'est ça qui permet de faire la distinction entre les deux. L'attention sera portée également sur d'autres indices qu'aurait pu laisser le blaireau, des empreintes, des poils ou encore des latrines. Reste enfin à calculer la surface de plan détruit et à estimer la valeur du maïs pour octroyer une indemnité à l'agriculteur. C'est là que se trouve tout l'enjeu, parce que voilà, il faut essayer de quantifier au plus juste, d'attribuer au plus juste aussi si c'est blaireau ou sanglier, parce que d'un côté c'est le chasseur et de l'autre côté c'est le service public de Wallonie qui indemnise. Un moindre mal en faveur de la protection de l'espèce et de la biodiversité. On l'a vu, hein, le blaireau mange un petit peu de maïs, mais c'est quoi principalement son régime alimentaire ? Donc il est plutôt focalisé sur les vers de terre et ça c'est vraiment son fonds de commerce, un peu les limaces, un peu les fruits pendant l'été, donc les myrtilles, les mûres, etc. Et puis c'est aussi un adjuvant des agriculteurs parce qu'il consomme pas mal de micro-mammifères. Donc un jour en autopsie on a retrouvé jusqu'à plus de 80 petits micro-mammifères comme ça dans son estomac parce qu'il avait consommé des portées de petits rongeurs, hein, des petits campagnols. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'ils mangent de façon globale et c'est vrai de temps en temps aussi du maïs. Ils mangent d'autres végétaux aussi ? Alors en hiver, quand ils ne trouvent plus les vers de terre parce que les sols sont gelés et les vers de terre s'enfoncent, il est obligé quand même de se nourrir et il va parfois consommer, s'il trouve des glands et des faines, c'est ce qu'il va manger, mais s'il n'en trouve pas, il va manger de la mousse, de l'herbe, etc. pour se remplir l'estomac et il va pas mal maigrir. Mais par contre, il aura pris du poids avant l'hiver justement pour parer à cet événement-là. Il aura fait des réserves justement pour pouvoir ralentir son rythme et affronter l'hiver. Oui, tout à fait. Et c'est important que, par exemple, la femelle soit en bon état d'embonpoint à la fin de l'hiver pour pouvoir relancer le développement de son embryon qui est resté bloqué pendant quelques mois et qui va permettre aux jeunes de se développer et de naître entre janvier et mars. Ah oui, elle donne naissance à ces petits qui s'appellent des blairotins. Des blairotins aussitôt dans la saison alors. Quand l'hiver est très doux, oui, ça commence déjà en janvier, mais normalement avec un hiver un peu rigoureux, les naissances n'arrivent qu'au mois de mars. Elle attend que, vous avez dit, elle bloque son embryon, elle va attendre que les conditions soient bonnes alors pour donner naissance à ces petits ? Exactement, donc en fait la reproduction a lieu au mois de février qui précède et puis le développement de l'embryon est stoppé pendant quelques mois et donc pendant l'hiver
en fonction du fait qu'elle soit en bonne santé et qu'il ne fasse pas trop froid, alors le développement de l'embryon reprend. Et là, elle va pouvoir leur donner naissance. Voilà. Bonjour à tous les curieux de nature. Aujourd'hui, nous allons nous situer à la lisière du domestique et du sauvage. Je vous parle chevaux préhistoriques, chevaux tarpans, ces chevaux disparus et aujourd'hui ressuscités. Le cheval tarpan, c'est cet animal qui est peint dans les grottes préhistoriques. Il a peuplé l'Europe jusqu'à la fin du Moyen-Âge et le dernier est mort dans un zoo de Pologne au 19e siècle. Le mot tarpan, c'est un petit peu un abus de langage. Le tarpan avait totalement disparu et dans les années 30, des zoologistes allemands et polonais ont voulu recréer l'animal. En Allemagne, cela a donné le tarpan de Heck, après de multiples croisements pour retrouver la figure de l'animal ancien. Et en Pologne, en retrouvant des animaux avec le même phénotype, c'est-à-dire la même allure que le tarpan, ils sont parvenus à obtenir le konik polski. Tout ça donne donc les tarpans, qui sont aujourd'hui, comme les chevaux primitifs, gris, avec une raie de mulet sur le dos, qui figure toujours, et des zébrures aux pattes, ce qu'on appelle les marques primitives que portent tous les chevaux préhistoriques. Comme toutes les races extrêmement rustiques, le tarpan a des propriétés étonnantes. Il peut résister à des températures hivernales de -30 et en hiver consommer énormément d'écorce de ligneux, c'est-à-dire d'arbrisseaux ou encore de ronces. Cela permet de garder les sites ouverts, et garder les sites ouverts, c'est-à-dire sans arbres, c'est intéressant pour quantité de chaînes trophiques, c'est-à-dire des chaînes alimentaires où du plus petit insecte jusqu'au plus grand prédateur, eh bien les chaînes alimentaires s'articulent, tout ça grâce au pâturage du tarpan. Un exemple de chaîne trophique, eh bien, le tarpan pâturant va générer du crottin qui va être colonisé par des insectes qui seront chassés par des chauves-souris par exemple, et en mangeant les ligneux, en écorçant les arbres, il fera mourir certains arbres, ce qui attirera des insectes spécialisés, des oiseaux spécialisés comme les pics, et à nouveau une nouvelle chaîne alimentaire et une nouvelle biodiversité induite. C'est ça l'effet du pâturage tarpan. Les chevaux tarpans, on les retrouve uniquement dans les parcs animaliers et les projets de conservation de la nature, particulièrement ceux qui visent le réensauvagement. Le réensauvagement, c'est cette technique qui consiste à introduire de grands herbivores dans des zones non gérées par l'homme. Cela n'est pas sans polémique sur le bien-être animal. En tout cas, en Belgique, ils ont montré toute leur pertinence par rapport au changement climatique. Ils nécessitent peu de soins et peu d'alimentation en hiver, ils sont très débrouillards. Alors vous aussi, si vous élevez, eh bien choisissez des animaux rustiques et surtout, chez vous, agissez pour la nature. Vinciane, le blaireau aujourd'hui c'est une espèce protégée. Déjà depuis quelques dizaines d'années, depuis qu'il a failli disparaître, et ses terriers, donc ses gîtes, sont protégés également. Il est victime de beaucoup de mortalité routière, alors est-ce que vous avez un petit conseil pour les automobilistes ? Donc sachant qu'il y a un blaireau sur 5 qui finit sous les roues des véhicules, toujours bien regarder vers le bas de la route, parce qu'on est habitué à regarder en hauteur pour vérifier si on n'a pas des cerfs ou des chevreuils. C'est toujours adapter sa vitesse, surtout quand on passe à côté de massifs forestiers comme ceci. Merci beaucoup pour ce conseil sur lequel on va terminer. On se quitte avec les images de nos téléspectateurs. Vous continuez de nous partager vos plus belles photos sur notre groupe Facebook TV Luxe Côté Nature. Et puis pour revoir cette émission ou la précédente, c'est sur notre site internet tvlux.be. À bientôt.